Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire du cycle Insectes quand voir petit, c'est voir l'avenir. C'est le 6e et dernier de cette série. Et ce soir, on va entrevoir des perspectives de liens nouveaux avec les insectes en compagnie de Paul Vignac, qui est chargé de mission pollinisateur sauvage à l'OPI, où il va nous parler de l'équilibre délicat des insectes dans les milieux agricoles, et puis de Tiffaine Pedron, qui est chargée de mission plan pollinisateur à l'OPI et qui nous parlera d'accueillir les insectes dans un jardin. Avant de commencer, si vous ne connaissez pas l'OPI, donc l'Office pour les insectes et leur environnement, je vous encourage à découvrir notre travail après ce webinaire sur notre site. On vous met tous les liens dans le chat du webinaire. Et en tant que chargée de communication, je vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter. Vous allez apprendre plein de choses, vous verrez, elle est vraiment chouette. Également dans le chat, vous trouverez un lien pour un site qui s'appelle Mentimeter. Si vous étiez là avec nous lors du webinaire précédent, vous allez retrouver un petit peu comment ça fonctionne. Mais ça vous permet de participer de manière interactive au webinaire. Et ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas, pas de panique, c'est pas nécessaire au bon déroulement de la présentation. Tout du long, vous pouvez poser vos questions dans le chat et on prendra un temps pour y répondre à la fin des présentations. Écoutez, c'est tout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute et je laisse la main à mes collègues. Merci Léna et bonjour à toutes. Moi c'est Tiffaine. Donc comme le disait Léna, je suis animatrice du plan national en faveur des pollinisateurs à l'OPI et en particulier sur la partie qui vise à mobiliser les entreprises et les collectivités pour les accompagner dans des aménagements qui sont accueillants pour les pollinisateurs. Mais aujourd'hui, on va vous parler pas seulement des pollinisateurs, mais des insectes en général. Paul, si tu veux juste te présenter en 2 mots. Moi, Paul Vignac, je suis chargé de mission pollinisateur sauvage. Je travaille entre autres sur la détermination des abeilles, mais aussi sur toutes les thématiques agricoles. C'est un lien entre naturaliste et agricole. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts. Apparemment, ça commence à se connecter. Donc, c'est parti pour les premières questions. Autour de vous, c'est plutôt la ville, le milieu urbain ou la campagne, milieu rural? Donc, comme vous le savez, on va vous faire une présentation à 2 voix et donc en 2 temps. Une première partie qui est plutôt liée au milieu agricole et une deuxième au jardin. Donc, tout le monde est concerné. On voit qu'on a un petit peu des gens de partout, de la ville et de la campagne. Alors, ce qu'on va pouvoir voir ensemble, justement, c'est qu'il n'y a pas seulement une campagne et une agriculture, mais bien des agricultures. Ça, c'est Paul qui va nous détailler tout à l'heure. Et moi, je vous montrerai aussi qu'il n'y a pas un jardin, mais il y a toute une diversité de jardins, déjà par ce qu'on veut en faire et ce qu'on choisit d'y mettre. Mais aussi, on peut avoir des jardins privés à usage individuel, des jardins collectifs en copropriété, etc. Et aussi les jardins d'entreprise. Il y a aussi les jardins publics. Ok, donc à peu près un 50-50. Dans votre vie quotidienne, est-ce que vous êtes jamais en contact avec des agriculteurs? Est-ce que vous avez des contacts réguliers avec des agriculteurs? Alors, ça peut être dans la vie professionnelle, dans le cadre de votre métier éventuellement, ou dans la vie personnelle, si autour de vous, vous avez des agriculteurs, si vous allez dans des commerces de proximité où il y a des agriculteurs qui vont vendre leur propre production. Et est-ce que vous êtes vous-même agriculteur ou agricultrice? Alors, a priori, il n'y a pas d'agricultrice et agriculteur de présent. C'était intéressant parce que vous voyez qu'on est beaucoup là à être connectés pour parler de cette thématique, à être intéressés et impliqués pour en savoir un peu plus. Mais voilà, faut rester bien humble. C'est pas notre métier. On va vous brosser un panel de types d'agriculture et puis de l'impact et des interactions qu'il peut y avoir avec les insectes. Mais voilà, la plupart ont quand même, d'entre vous ont quand même des contacts réguliers a priori avec des agriculteurs. Donc vous aurez peut-être une vision un peu plus précise et on pourra peut-être en discuter en fin de cette présentation. Merci pour vos réponses à ces questions.
Oh, il y a un agriculteur ou une agricultrice qui est parmi nous. OK. Et la dernière petite question avant de se plonger dans notre, présentation. Plutôt jardin public ou jardin privé? Alors j'ai un jardin privé et je suis bien conscient de ma chance ou alors, je profite uniquement des jardins publics et c'est déjà super. Ah, il y a beaucoup de chanceux parmi nous. Moi, je vais vous parler de jardin, mais personnellement, je profite, uniquement des jardins publics et c'est déjà super. Très intéressant. Bah, c'est bien d'avoir, des jardins privés parce que vous allez pouvoir mettre en place, directement, quelques petites pratiques, qu'on va pouvoir aborder ensemble si c'est pas déjà le cas. Vous aurez peut-être des questions plus précises sur cette thématique. Merci à tous. Je vais sans plus attendre lancer notre présentation et je laisse la parole à Paul qui démarre cette introduction. Merci Tifem. Alors, dans un premier temps, on va rappeler quelques chiffres. Il y a plusieurs études qui l'ont montré, il y a 75 à 80 de la biomasse des insectes volants qui a disparu. Plusieurs responsables, PBS pointant en premier lieu l'agriculture intensive, l'urbanisation et l'artificialisation des sols et le changement. Tout ça, les causes, généralement, on va se retrouver avec la même chose, destruction et fragmentation des habitats, qui induit une ressources alimentaires et puis sites en reproduction. L'agriculture, on va intervenir, doit être responsable pour la différenciation des paysages et bien sûr l'utilisation de biocides en produits phytosanitaires non couvrants, insecticides principalement sur les insectes, des impacts considérables sur les populations d'insectes. Ce constat étant fait, malgré tout, les insectes sont partout. C'est ça qui fait vraiment. Oui, les insectes sont partout. Bah, vous avez peut-être déjà participé au précédent webinaire, où on en avait enfin voilà, la question a déjà été abordée, notamment dans le webinaire, 4 avec Claire Zagatti qui parlait d'un monde, sans insectes. Donc sous-entendu, en fait, c'est pas possible, ils sont vraiment partout. Précédemment dans le webinaire, numéro 5, il y avait Hugo, notre collègue, Hugo Josse qui parlait des insectes plutôt au niveau du sol. Voilà, ces insectes, on les remarque pas souvent au quotidien, mais dans la nature, ils sont, partout et indispensables et ils sont aussi présents dans nos vies. Donc pour rappel, hein, brièvement, des maillons indispensables, des chaînes alimentaires. C'est des régulateurs aussi des populations, au sein d'un écosystème, avec notamment, la fameuse coccinelle, qui mange, tout un tas de pucerons. Ils sont très présents dans la pollinisation des végétaux. Donc là, on va l'aborder un petit peu après, avec, le lien forcément évident avec, l'agriculture. Ce sont aussi des recycleurs des matières, organiques, notamment, dans la famille des coléoptères. On en a beaucoup qui vont recycler les matières, que ce soit, les fécès, animaux ou les feuilles mortes ou le bois mort et cetera. Bref, ils sont présents dans les cycles de la vie. Avec des lunettes un petit peu plus anthropocentrées, hein, sans les pollinisateurs, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, on aurait beaucoup moins d'aliments, mais aussi de médicaments, de fibres qui sont liées à des plantes à la base pollinisées par des insectes. On aurait, encore, moins de possibilités de biocontrôle des cultures. Donc là, c'est sous-entendu, les insectes qui, en fait, sont beaucoup plus efficaces que des pesticides pour réguler eux-mêmes, les ravageurs des cultures. Ces insectes, nous inspirent aussi en tant qu'humains dans la bio-ingénierie et puis bref, ils sont fascinants. C'est pas le thème là de notre webinaire actuel, donc on passe très brièvement là-dessus, mais peut-être que ça vous donnera envie d'aller voir, les présentations précédentes si vous l'avez pas déjà fait. Sans plus attendre, on passe à l'agriculture. Vaste sujet. Alors déjà, un contexte historique pour savoir de quoi on parle. L'agriculture en France, elle a beaucoup évolué depuis la fin de la guerre. Dans un premier temps, par les lois d'orientation de Tanguy Préjean, qui était un ministre de l'Agriculture, à la sortie de la guerre et principalement après par, la PAC, la politique agricole commune, qui a été instaurée à partir de 1962. À cette époque, le contexte, c'était de nourrir la population européenne, parce que c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, il fallait bouffer. Et donc on a vu les premiers remembrements, avoir lieu. L'objectif ici, c'était de regrouper des petites parcelles d'agriculture vivrière familiale, pour pouvoir, avec des parcelles de taille plus grande, pouvoir mettre à disposition du matériel agricole, donc les premiers tracteurs, vraiment les mises en place de la mécanisation agricole et aussi
les avancées phytopharmaceutiques, produits, phyto, engrais, amendements, et tout ça, ça a conduit à, une augmentation des rendements, qui était bien l'objectif, de la première PAC. Parallèlement à ça, un petit peu avec la philosophie d'Adam Smith, qui est un philosophe du XVIIIe siècle, qui prônait la spécialisation des États en fonction de leurs avantages comparatifs par rapport aux autres, la France a estimé qu'on avait un avantage, l'agriculture était une force importante d'un point de vue commerce international et même au niveau local, a commencé à souhaiter spécialiser des régions en fonction, des différents terroirs. Et donc on s'est retrouvé avec, des grandes typologies de territoires et des grandes typologies d'agriculture. Et aujourd'hui, plutôt que de parler, d'agriculture, plus légitime de parler des agricultures. On se retrouve, vous connaissez tous, la Beauce qui est une vaste plaine agricole, où on a des cultures, des cultures céréalières, oléoprotéagineux, voire des cultures industrielles, hein. On entend par là, betterave, lin, pommes de terre. Donc sur ces vastes zones où, les parcelles pouvaient être, de taille importante, on a développé cette typologie d'agriculture-là. Quand, les zones étaient moins favorables, à cause du relief, à cause de terres qui sont aussi moins fertiles, il y a plutôt des zones d'élevage qui se sont développées. C'est le cas des vallées, c'est le cas des montagnes et puis à l'interface de ces zones-là, il y a des mix qui existent. C'est le cas, par exemple, dans pas mal de coins de la Normandie où il y a la polyculture élevage qui existe, avec des zones, dévolues aux cultures, de blé céréalières et puis plutôt des zones qui sont dévolues, aux cultures fourragères pour le cheptel. Et puis bien sûr, on a tout un tas d'autres, productions qui existent, l'arboriculture, la viticulture, le maraîchage, par exemple, heu, bordelais ou, tout le monde connaît. En tout cas, tout ça a été sculpté et on se retrouve avec une forte spécialisation, des territoires aujourd'hui, heu, au niveau des paysages agricoles et ruraux, en France. Alors la biodiversité dans tout ça, une fois qu'on a parlé de cette, uniformisation. La biodiversité, elle a des besoins qui sont un peu antagonistes puisque, elle a besoin, de milieux qui soient relativement, mixtes, avec des niches écologiques et des continuités écologiques. Une espèce qui va être forestière ne pourra pas se contenter des petits bosquets qui existent dans la plaine de la Beauce, et elle aura besoin de corridors. On a besoin aussi la biodiversité a besoin, les insectes, de ressources alimentaires. Un exemple simple, il y a des abeilles qui sont spécialisées dans des types de familles, des genres de plantes spécialisées, on parle d'oligolectisme et si cette ressource n'existe pas, l'insecte ne peut pas se développer. Ça peut être la plante nourricière, ça peut être, le site pour se reproduire et donc on a besoin de tous ces espaces favorables au développement, donc une mosaïque de paysages, différents, qu'on a gommé en partie avec, l'agriculture moderne. Donc là, on se retrouve avec des enjeux qui sont pas facilement conciliables, des enjeux économiques. L'exploitation agricole, c'est une entreprise. L'agriculteur, il doit générer un chiffre d'affaires, il doit gagner sa vie aussi. Des enjeux sociaux puisque l'agriculture, nourrit les populations, c'était l'objectif et ça a toujours été et l'agriculteur, il doit aussi travailler dans de bonnes conditions. Il y a pas de raison que ces gens-là se tuent à la tâche, continuent à pêcher à la main, en reste champ et puis, au milieu de tout ça, il y a les enjeux environnementaux. Au-delà de tous les services écosystémiques qui sont rendus par les insectes et la biodiversité en général, la biodiversité, elle doit pouvoir exister. Donc généralement, on représente alors c'est une culture durable qui a été pensée comme ça, un triangle avec pour sommet les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et l'idée étant de trouver un juste milieu entre tous ces éléments-là. Donc pour focaliser enfin, vous allez me dire, j'imagine, des insectes en milieu agricole, généralement, on parle de 4 grandes catégories. Les pollinisateurs, les décomposeurs, les auxiliaires et bien sûr les ravageurs et pour toutes ces catégories-là, il y a différents enjeux à traiter. Alors au niveau des pollinisateurs, il y a un paradoxe assez important. 3/4 des cultures qui sont destinées à notre alimentation dépendent des pollinisateurs pour pouvoir exister. Par contre, on l'a dit au début, l'agriculture, c'est aussi une des principales causes du déclin des insectes. Alors l'exemple très bien documenté qui montre ce paradoxe, c'est une étude qui est parue alors en 2 volets en 2019 et en 2022 sur Cassis en Bourgogne, qui fait état de la baisse très importante des pollinisateurs sauvages dans les champs de cassis et la perte des rendements énorme qui est associée. Ça, c'est le constat, initial
Et par la suite, le fait que l'augmentation des populations de pollinisateurs sauvages permet d'augmenter de façon considérable les rendements de ces cultures-là. Donc là, c'est un exemple précis pour un fruit, mais ça montre bien que ces insectes ont une valeur économique qui peut être préservée parce qu'ils font partie d'un système et que sans eux, le système ne fonctionne pas et que d'un point de vue monétaire, ils peuvent être aussi valorisés. Il en va de même pour les décomposeurs qui agissent dans le processus d'humidification. Donc au niveau des sols, l'humus, donc la matière organique stabilisée dans le sol, permet donc il y a des effets sur la structure, donc ça permet la rétention de l'eau. En grande partie, c'est la matière organique du sol qui retient la flotte. La stabilisation du pH, parce que les ions calcium sont retenus par le complexe aérogénique dont je vais parler tout à l'heure, et donc un effet sur la chimie des sols, parce que donc le complexe argilo-humique, qui est l'association des argiles du sol et de la matière organique, permet de retenir les cations, donc les ions positifs, dont font partie bon nombre des éléments nutritifs de la plante, le potassium notamment. On parle de NPK, phosphore, azote, potassium, qui sont les 3 principaux éléments qu'on utilise pour fertiliser. Ça permet aussi de relarguer la matière organique, relargue de l'azote dans le sol à travers le cycle d'humidification. Donc ces décomposeurs, en fait, ils ont un rôle absolument indispensable dans l'activité biologique du sol. En fait, ils ont un rôle que peuvent avoir les amendements, qui ont un effet sur la structure, et puis les engrais qui, eux, apportent les nutriments. Et donc sans ces décomposeurs, pas d'activité biologique dans le sol, et sans nos activités biologiques du sol, on se retrouve avec une agriculture hors sol, on peut assimiler à la culture aéroponique, vous connaissez, j'imagine, on va vaporiser des nutriments artificiels directement sur un racine des plantes. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être envisageable pour cultiver quelques fruits, mais à l'échelle du territoire français, c'est pas possible de faire avec, d'une part. Et par ailleurs, c'est un élément indispensable et une fois de plus économiquement valorisable. Alors là, quelque chose qui est moins favorable à l'agriculture sont les ravageurs, forcément. Donc les ravageurs, on va prendre en considération les insectes qui se nourrissent directement de la plante. En exemple, quand vous avez une chenille macaron qui aime bien bouffer du fenouil, carottes, ce genre de choses. Donc forcément, si votre production est dévorée, vous vous retrouvez avec des rendements moindres. Ça peut aussi être simplement des vecteurs. Bon, par exemple, il y a les pucerons qui sont vecteurs de viroses pour les betteraves. Et la simple présence de pucerons va induire des pertes de rendement qui sont colosses. Et du coup, ces ravageurs, ils rentrent directement, eux, en conflit avec les enjeux économiques des agriculteurs. Par ailleurs, on peut avoir différents stades de ravageurs qui, à l'état larvaire, sont des ravageurs, ils peuvent être des pollinisateurs à l'état adulte. Mais à ce niveau-là, ils sont responsables de pertes économiques sur les exploitations agricoles. Et donc, pour réguler ces ravageurs, on essaye au maximum d'utiliser et de valoriser les auxiliaires, donc qui, eux, permettent de limiter les populations de ravageurs. Très majoritairement, ce sont des hyménoptères et souvent des micro-hyménoptères qui, lors de leur stade de développement larvaire, vont être prédateurs des œufs ou de larves de ravageurs. Là, en exemple, vous avez un petit céliolidé, donc un micro-hyménoptère qui va pondre dans les œufs de punaises pentatomidées, qui peuvent être des ravageurs pour l'arboriculture, par exemple. Le cas de la fameuse punaise diabolique qui est bien connue par cette famille. Donc, on va se retrouver avec tout un panel d'auxiliaires, parce que généralement, pour chaque ravageur, il y a un ou plusieurs auxiliaires qui vont exister. Et quand ils n'existent pas sur notre territoire, il y a tout un pan de la science économique qui vise à les détecter dans d'autres pays éventuellement et les ramener pour essayer de limiter l'impact des produits phytosanitaires et de lutter différemment. Bon, alors, au-delà des hyménoptères, parfois il y a des coléoptères, vous connaissez le coccinelle, ça c'est une petite espèce de coccinelle qui vont se nourrir aussi parfois directement des insectes. On connaît bien les carabes aussi, pour réguler les masses. Les hyménoptères sont pas les seuls, même si c'est la majorité. Donc quand on parle des auxiliaires, on est obligé d'accepter déjà une part de perte, on va dire, puisque pour que les auxiliaires existent, il faut bien qu'il y ait une population installée de ravageurs. Et par ailleurs, on connaît la dynamique des populations étant naturelle, il y a une part d'aléatoire avec laquelle il faut composer. Et c'est bien le problème aujourd'hui sur les
culture à très grande échelle, c'est pas tout facile à faire avec. Alors, d'autres insectes maintenant, qu'on n'a pas évoqués au début, c'est tous ceux qui vont pas avoir d'impact directement sur la production. Alors des insectes ou arthropodes d'ailleurs. On va se retrouver, avec, des insectes qui sont là, qui habitent, qui vont pas ni être ravageurs, ni exo-auxiliaires, ni être décomposeurs. C'est pas pour ça qu'ils ont pas leur place dans cet écosystème. Ils vont participer à des équilibres, hein. Par exemple, les araignées, elles vont faire autant de ravageurs, d'auxiliaires que de pollinisateurs. Elles n'ont pas vraiment d'effet positif ni négatif. C'est juste, voilà, les insectes ont une présence et il faut aussi apprendre à partager ces espaces une fois qu'on a bien compris que toute cette biodiversité a un impact favorable économiquement, qu'on peut faire avec et qu'on peut laisser là aussi la place pour les autres. Alors, une fois qu'on a dit ça, en milieu agricole, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour favoriser la biodiversité, il y a 2 leviers majeurs. Au niveau des pratiques déjà, diminuer les intrants, alors forcément, les produits phytosanitaires, dont les pesticides, engrais, amendements, fertiliser les paysages, tendre vers des pratiques agroécologiques. L'agroécologie, en gros, pour simplifier, c'est la solution basée sur la nature, transposée à l'agriculture. On va utiliser justement les services écosystémiques, de tout ce qu'on a vu pour, favoriser, une agriculture plus, intégrée. Et le développement des IAE, les infrastructures agroécologiques, qui vont permettre justement de créer de la diversité de milieux pour que la biodiversité, elle puisse subsister. Alors, en termes d'évolution de pratique, je vous ai mis une petite image, volontairement un peu extrême, qui semble un peu paradisiaque. Heu, c'est une prairie du Val d'Aoste, hein, dans les montagnes italiennes, où l'élevage laitier est, tout à fait prépondérant. Pour son développement, pour les vaches qui mangent principalement le foin, ces prairies ont été vastement, irriguées, ce qui fait que des paysages qui initialement comprenaient une flore extrêmement variée, s'est retrouvé avec, quelque chose de beaucoup plus standardisé et une diversité florale qui est bien moindre que ce qui existait avant l'irrigation. Et assez paradoxalement, alors que ça, on se dit que pour la biodiversité, c'est idéal, on se retrouve avec une biodiversité qui est pas si extraordinaire que ça. On est mieux que dans la Beauce, hein, c'est évident, mais une pratique aussi anodine que l'irrigation peut conduire à uniformiser les milieux. Donc je vous laisse imaginer les pratiques extrêmes qu'on peut avoir dans certains points, des impacts qu'on s'en peut avoir. Et au niveau des IAE, donc ça, c'est les infrastructures, pardon, agroéconomiques qui sont, légalement obligatoires, hein. C'est un des volets de la PAC et une des conditionnalités de versement, des subventions européennes. On va retrouver différentes infrastructures, les haies, les bandes enherbées, les bandes fleuries, les mares, des arbres isolés, tout un tas, d'éléments qui vont casser l'uniformité du paysage, j'ai du mal avec ce mot-là, qui vont restaurer les continuités écologiques et en fait, qui vont assurer gîte et couvert à tous ces insectes, qui soient auxiliaires, pollinisateurs, et qui vont, qui vont fournir leurs services, écosystémiques. En photo, là, vous avez, un exemple d'une bande fleurie, qui a été semée entre 2 parcelles de blé, donc qui va permettre justement voilà, de faire toutes de remplir ces objectifs-là. Ces bandes fleuries faut peut-être repenser un peu intelligemment, avec des mélanges qui ont des floraisons qui sont étalées et étagées dans le temps et des, différentes essences qui doivent être absolument locales. À ce titre-là, il y a Tiffen nous en parlera tout à l'heure, il y a un label qui s'appelle végétal local qui permet de sélectionner des essences qui poussent chez nous parce qu'on va pas nourrir une abeille, ou un papillon de chez nous avec une, jolie fleur qui vient d'Amérique du Sud, ça n'a pas de sens. Donc il faut être vigilant à bien penser à ça et à les penser, intelligemment, voilà. Alors, une fois ça, c'est vraiment ce que peuvent faire ce que peut le monde agricole pour la biodiversité. Vous, en tant que, quand on n'est pas agriculteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans un premier temps, il faut restaurer du dialogue. Il y a On se parle difficilement entre, naturalistes, écolos, d'écolos ce soir, je pense, et le monde agricole, c'est les choses sont tendues. Alors, il faut apprendre à aller au-delà de préjugés et parler le plus possible aux
aux agriculteurs, qui sont chez nous. L'enjeu, c'est, de pouvoir être des ambassadeurs, nous, heu, auprès des naturalistes et des agriculteurs auprès de leurs pairs, pour pouvoir essayer de se comprendre et pouvoir, faire, le plus, preuve de pédagogie. Puis par ailleurs, le une fois qu'on a dialogué, on peut aussi, à travers nos actes d'achat, adapter nos habitudes de consommation et consommer malin, bien les étiquettes. Ça c'est important. Bon et là, maintenant, une fois qu'on a parlé du monde agricole, Tiphaine va vous en parler. Quand vous avez des jardins, il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour, vous, à votre niveau, préserver la biodiversité et les insectes. Merci, Paul, pour cette transition. Et oui, en guide d'introduction pour la partie accueillir les insectes dans un jardin, je vous propose de partir d'un cas concret. Un beau jardin aménagé par des professionnels de l'aménagement qui précisent nous avons pu créer une véritable oasis verte portant une grande importance au souci du détail. Alors voilà, aujourd'hui, ça correspond un peu à l'imaginaire collectif d'un jardin bien entretenu, bien propre. Je parle pas forcément pour vous, hein, mais de façon générale, vous avez bien en tête un voisin, un parent, une amie qui rêve d'avoir un gazon bien vert, toujours tendu à 2 centimètres du sol. Et donc, évidemment, si on y regarde de plus près, c'est en fait, comparable à une sorte de béton vert. Il n'y a pas une herbe qui dépasse et dans le souci du détail, il manque peut-être, une chose, c'est la vie. Et donc c'est hop là, c'est qu'on va essayer d'amener ici un petit peu de vie dans ce jardin. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour démarrer? Pour, accueillir les insectes dans un jardin, il va falloir penser, à leur amener des ressources alimentaires, des zones refuges pour se loger, enfin s'abriter, pendant toute l'année, accomplir leur cycle de développement pour, se reproduire et cetera. Et puis, il va falloir aussi penser à avoir des pratiques de gestion qui soient cohérentes avec tout ça. Parce que si on a, potentiellement plein de fleurs qui fleurissent, au printemps, mais qu'on passe la tondeuse avant qu'elles fleurissent, bon voilà, on peut questionner, cette cohérence. Donc c'est un petit peu de tout ça qu'on va parler assez, brièvement, hein, ce soir avec, en gros, je vais vous présenter 5 actions phares, par où commencer pour accueillir les insectes, au jardin. Tout d'abord, privilégier une flore locale et diversifiée. Paul en a parlé, hein, le végétal local, la marque végétale locale, je crois, vous a déjà été partagée dans le chat, mais on pourra la remettre. En gros, dans un jardin, on a souvent des fleurs ornementales, qui ont été sélectionnées parce qu'elles sont plein de pétales, ça fait des gros pompons, il y a plein de couleurs, attrayantes, pour nous humains et ça nous plaît bien. Mais ces fleurs ornementales, elles sont souvent trompeuses pour, les insectes. On parle de leurres parce qu'elles vont avoir un cycle de développement, potentiellement décalé avec les insectes, présents localement. Pourquoi? Parce que les plantes et les insectes, ont coévolué depuis plus de 100 millions d'années et que nos plantes, qu'on a sélectionnées pour faire des jolis pompons, en fait, elles datent d'il y a quelques dizaines d'années tout au plus. Donc voilà, forcément, ça ne rivalise pas avec le sauvage et ces plantes, ornementales, ces fleurs ornementales vont aussi potentiellement avoir moins de nectar ou un nectar, qui est peu accessible. Voilà, vous avez l'exemple du rosier sauvage, une fleur avec très peu de pétales, des étamines qui portent le pollen là, qui sont très visibles et les glandes à nectar qui sont très accessibles. Un rosier ornemental, tout de suite on imagine que c'est un peu plus compliqué, pour un insecte. Donc hop, le fait de méconnaître ça peut conduire à ce qu'on appelle des fausses bonnes idées, hein. Donc là, c'est glané sur, LinkedIn, une image de quelqu'un qui avait une très bonne intention et qui a planté un lit pollinisateur créé à partir d'un sac de graines de fleurs sauvages et c'est ce que pense cette personne vraiment et c'est très bien, d'avoir ce genre de bonne volonté. Mais, la personne fait erreur parce que là,
sans être trop spécialiste, on se rend bien compte que c'est pas des fleurs sauvages, ce sont des fleurs, horticoles et qui, du coup, ne vont pas forcément être adaptées aux insectes. Pour ne pas se tromper, une valeur sûre, on va laisser pousser ce qu'il y a spontanément, dans le sol, hein. Il y a des banques de graines, dans nos sols et qui demandent qu'à s'exprimer et donc si on les laisse, pousser, là, on a de grandes chances d'avoir, des végétaux qui soient adaptés aux insectes, présents localement. Si on veut semer, des graines, on peut s'orienter vers la marque Végétale Locale, encore une fois. C'est une marque qui est portée par l'Office français de la biodiversité et donc, vous avez, pour chaque, région, biogéographique, hein, on ne parle pas là de région administrative qui ont peu de sens, quand on parle de nature, hein. Donc c'est des régions, biogéographiques liées, aux contextes locaux. Vous pourrez retrouver les pépinières qui produisent, et qui vendent des semences et des plants, de végétaux locaux. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, rentrer en contact avec des agriculteurs du coin et essayer de récolter des graines sur leurs prairies fleuries. Ça crée du lien aussi avec les agriculteurs, locaux, ça valorise leurs pratiques et puis, bah, vous, ça permet de semer une prairie, fleurie dans votre jardin. La deuxième grande action, donc une fois qu'on a planté ou laissé pousser des fleurs, locales et diversifiées, bah, l'idée c'est de pas tondre tout le temps, partout et partout au même moment. Donc on va opter pour une tonte, écologique. Alors le terme économique, il est surtout quand, on fait des présentations pour les entreprises, c'est un peu l'argument commercial, hein. Mais, pour vous, à l'échelle d'un jardin, je pense qu'on peut s'en tenir à une tonte, écologique. L'idée est simple, hein, on se questionne sur où c'est nécessaire de tondre. Alors, peut-être, pour avoir accès, au hamac, qui est au fond du jardin, peut-être, pour avoir accès au fil à linge, pour, faire un petit cheminement pour aller jusqu'au potager et cetera. Mais, c'est pas forcément nécessaire de passer partout, partout, partout. Quand on va tondre, l'idéal c'est d'essayer d'avoir un matériel qui permette de faucher au-dessus de 10 centimètres. On va pas tondre à 2 centimètres du sol, parce que ça va permettre de maintenir un petit tapis, d'herbe où les insectes vont pouvoir se réfugier quand même, même quand on a passé la tondeuse et puis avoir un peu de fraîcheur aussi et puis ça va repartir, aussi bien. On va, si on veut faucher partout quand même, l'idée ça va être dans ces cas-là de se dire: «Bon bah, je divise mon jardin en 4 ou 5 parties et puis une semaine je vais tondre une partie, l'autre semaine, l'autre» et cetera et comme ça permet que la biodiversité, puisse, se réfugier, dans les zones qui n'ont pas encore été tondues. Et puis quand on tond, ça c'est, quelque chose qui peut être un peu contre-intuitif, hein, à la base. L'idée, ça va être de pouvoir exporter, la matière autant que possible parce que lorsqu'on passe la tondeuse, si on laisse le gazon coupé, sur place, ça va enrichir, le sol en matière azotée, et en fait, le fait d'avoir un sol, très riche comme ça, très nourri, ça va favoriser les graminées au détriment des plantes à fleurs. Donc si vous voulez maintenir, une diversité de plantes à fleurs, il faut maintenir un sol relativement pauvre et donc quand on passe la tondeuse, on exporte, on enlève l'herbe coupée et on va la déposer, bah, peut-être au pied d'un arbre, ou le long de la clôture et cetera dans d'autres zones où là, ça dérange pas d'avoir un sol un peu plus riche. Voilà des petites idées, par rapport à ce passage de la tondeuse. Une autre chose pour aller, un peu plus loin là-dessus, c'est nos voisins britanniques qui ont été à l'initiative de cette démarche et maintenant ça se fait, dans d'autres pays, hein. Le No Mow May, donc pas de tondeuse pendant le mois de mai. Comme ça permet de prendre le temps de réfléchir justement, de peut-être, questionner un peu les voisins sur ces pratiques-là. Alors on peut commencer sur un tout petit bout de jardin, hein, c'est tout ça c'est à encourager puis, peut-être que l'année d'après ça donnera envie d'aller un peu plus loin et de renouveler l'expérience. Mais voilà, ça invite à justement repenser nos pratiques, par rapport à ce lien qu'on entretient avec la tondeuse. Si vous n'avez pas, puisqu'on a bien vu qu'il y a des personnes, hein, dans le sondage, du début de ce webinaire qui ont répondu qu'ils n'avaient pas de jardin privé.
Il est possible aussi de faire évoluer la gestion dans les copros et puis aussi, pourquoi pas, en s'impliquant, auprès de notre collectivité pour avancer vers une gestion plus durable des jardins publics. Là, Sidonie, tu peux mettre, dans le lien, du chat, le super, c'est déjà fait. Un ouvrage, qui a été fait par FNE, en Haute-Savoie, «Zéro pesticide, pour ma copro écolo à qui le tour?» Et donc là, vous avez pas mal de petites, idées, pour aller plus loin là-dessus. 3e, grande, action phare, on a parlé de ressources alimentaires, hein, pour les insectes. Là, l'idée, ça va être de préserver aussi tous les habitats naturels. Alors là, les premières actions, j'ai pas mal parlé pollinisateurs, c'est un peu la déformation professionnelle, parce que du coup, je suis plutôt là-dessus dans le quotidien. Mais, là, on va élargir, à tout l'ensemble des insectes, encore une fois, à l'ensemble des insectes. Donc on va maintenir des tapis de feuilles, mortes et des branchages au sol, conserver des zones de sol nu, aménager des tas de pierres, ça c'est hyper pertinent pour accueillir les insectes. Pourquoi pas créer une mare, préserver les vieux arbres, heu, avec du coup plein de micro-habitats, favorables à accueillir cette, diversité. Juste encore un petit focus, pardon, hein, sur les pollinisateurs, mais quand je parle de conserver des zones de sol nu, vous pouvez avoir en tête que, 70 des abeilles sauvages ont leur nid dans le sol. Donc si vous avez des petites, cavités comme ça là, que vous pouvez voir, chez vous et qui vous questionnent, potentiellement ce sont des nids, d'abeilles sauvages donc c'est très précieux et vous avez de la chance de les avoir, chez vous. Voilà, quand on parle d'habitat, favorable aux pollinisateurs, pas s'empêcher de parler, de faire un petit focus sur les bâches, hein. 1re action très simple, si vous en avez dans votre jardin, bah, vous pouvez la retirer pour, justement avoir plus de sol nu, laisser pousser la flore spontanée, hein, ça recoupe avec, ce que j'ai dit précédemment et créer du coup plus de perméabilité dans le jardin. Après, si, l'idée c'est qu'il y a un petit talus et une crainte, qu'il y ait une érosion de ce talus, pourquoi pas envisager des plantes, rampantes. Voilà, il y a pas mal d'alternatives, possibles ou un mulch, un paillage végétal qui va se décomposer beaucoup plus rapidement, qu'une bâche, même une bâche, biodégradable. Un petit focus sur les feuilles d'automne, hein, plutôt que de s'embêter à les mettre dans des sacs pour ensuite les mettre à la déchetterie et cetera. On va, pouvoir se permettre de les laisser sur place ou alors les récolter pour les mettre dans le potager. Si vous avez cette chance d'avoir un potager, ça va faire un couvert, végétal, pendant l'hiver. Ça sera, super pour une bonne reprise au printemps. Voilà, juste, une petite illustration, rigolote, pour, potentiellement taquiner vos voisins si ils commencent à vous questionner sur, tous ces changements de pratiques, qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser pousser un peu trop d'herbe, dans son jardin? Bon, on peut peut-être se questionner sur, notre notion de ce qu'on appelle faire propre, d'où vient cette idée d'un jardin à la française. Alors voilà, c'est pertinent dans des cadres, dans des jardins patrimoniaux comme, si on va à Versailles, bah oui, c'est intéressant d'avoir cette gestion pour, comprendre comment ça se passait, au XVIIIe siècle, voilà, mais l'idée, c'est pas de faire ça partout et surtout, bah, écologiquement, c'est pas viable donc chez soi, on peut se permettre de ne pas avoir un jardin, soi-disant à la française. 4e, grande règle, pour accueillir les insectes dans mon jardin, une fois qu'on a fait tout ça, on peut essayer d'agrandir ce jardin partout où c'est possible, entre les pavés, entre les graviers, dans les murets de pierres sèches, plutôt que d'essayer, voilà, parfois on essaye de mettre, des joints, partout. Alors des fois ça se justifie, des fois ça se questionne. On peut laisser pousser des végétaux un petit peu partout comme ça et également, le long des trottoirs, il y a de plus en plus de choses comme ça qui se font. Ça permet à la fois, d'accueillir la biodiversité sur davantage d'espace, mais aussi, d'accueillir, un peu trop d'eau quand il y a des intempéries, d'avoir de la fraîcheur quand il y a des grandes sécheresses et cetera. C'est tout ça, c'est très adapté aussi à l'adaptation au changement climatique. Enfin, une,
5e, et dernière, grande action phare, pour accueillir, les insectes, c'est de limiter les éclairages extérieurs la nuit. Là, on a beaucoup eu, je pense, d'images en tête d'insectes qu'on voit pendant la journée. Il y en a aussi beaucoup qu'on ne voit pas et qui sortent la nuit. À titre d'exemple, là, c'est surtout des papillons, hein, sur cette image. À l'échelle nationale, à l'échelle, hexagonale, on a, 300, espèces de papillons qui sont dits de jour, qui sortent surtout la journée, et on en a 5 000 qui sont, dits de nuit, donc qui vont aller polliniser la nuit, qui vont sortir la nuit, et donc quand on a ces ordres de grandeur en tête, on ne peut qu'avoir envie d'éteindre les lumières pour ne pas les perturber, et voilà, ça, c'est une action qui est relativement simple à l'échelle, individuelle. Après, l'idée, c'est aussi de mobiliser, les collectivités pour que ça aille dans ce sens, vers des éclairages plus ciblés, là où il y en a besoin, un peu plus bas, et cetera, et puis parfois essayer, autant que possible d'éteindre, pendant des périodes où, en fait, on n'en a pas réellement besoin. Donc pour récapituler, par où commencer dans mon jardin? Donc on va privilégier une flore locale et diversifiée. Vous avez la marque végétale locale pour s'orienter. Opter pour une tente écologique. Préserver les habitats naturels, donc feuilles mortes, on enlève les bâches, on met des petits murs en pierre sèche, et cetera. On agrandit le jardin partout où c'est possible et on limite les éclairages la nuit. Voilà ce que ça peut donner comme, idée de jardin. Il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment, énormément de choses à faire pour s'amuser avec toutes ces pratiques et à les intégrer dans son jardin. Si vous avez, vous, déjà mis en place des choses et que vous voulez nous partager des photos, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'OPI. Ça nous servira peut-être aussi dans de futures présentations. Vous avez, on peut aussi faire un petit focus du coup sur, les observations d'insectes, dans les jardins. Vous connaissez sans doute les programmes de sciences participatives qu'on anime, à l'OPI et qui sont portés par, Viginature. Il y a le Speedball pour le suivi des pollinisateurs. Il y a CUBS pour la faune du sol. Il y a le STER, et cetera. Donc voilà, vous pourrez retrouver tout ça sur le site, de Viginature, mais vous pouvez aussi, voilà. Une fois qu'on a mis en place toutes les pratiques pour accueillir les insectes, on peut prendre le plaisir et le loisir de les observer. Maintenant, une fois que tout ça est dit, il reste juste à convaincre le voisinage, et c'est peut-être, pas la partie la plus simple. À vous de jouer. J'ai juste une toute dernière, chose à vous partager. C'est un mini guide qu'on a réalisé cette année. Là, c'est plus ciblé sur, les jardins d'entreprise, enfin tous les aménagements, d'entreprise, mais, ça peut vous servir aussi. Peut-être que dans votre cadre professionnel, ça vous servira. C'est un mini guide, pollinisateurs sauvages et ruches, comment agir au sein de mon entreprise. Là, c'est pour éviter les confusions entre, je veux accueillir la biodiversité, donc je mets une ruche. Voilà, ça, c'est pas pour accueillir la biodiversité, c'est très bien pour faire du miel, et cetera. Mais on propose aussi d'autres choses pour accueillir la diversité, d'insectes avec, toutes les actions là qu'on a pu vous présenter ce soir, et merci pour votre attention. Merci beaucoup à tous les 2, c'était super intéressant. C'est bon, on m'entend? Oui, c'est bon. Super. Donc merci beaucoup à tous les 2. Sidonie, notre collègue, a remonté quelques questions, donc je vais vous les transmettre. L'utilisation de variétés botaniques ou de fleurs exotiques, est-ce que ça joue un rôle dans cette disparition? Tu as déjà un peu répondu, mais si tu veux rebondir, Le fait d'avoir des plantes, exotiques dans ça joue un rôle dans la disparition des insectes? oui. Bah, en fait, bon, les causes principales du déclin des insectes, on les a rappelées en intro, hein. C'est vraiment, l'agriculture intensive, l'urbanisation, croissante qui fragmente les habitats, et cetera, et puis les effets, du changement climatique qui sont liés à nos activités humaines. Ça, c'est vraiment, la base. Après, à côté de ça, il y a des causes secondaires qui sont aussi là. Ça va être justement, oui, les plantes, exotiques,
et notamment les exotiques envahissantes, qui vont se développer au détriment de la flore, locale et donc oui, impacter, le fait qu'il y a moins de ressources alimentaires pour les insectes locaux. Donc oui. Merci. Est-ce que tu pourrais donner des pistes pour, avoir les sources de l'étude sur, le cassis en Bourgogne? Ouais, je peux transmettre le lien, des 2 papiers qui sont sortis en 19 et 22. Merci. Hem, oui, on a eu une question. Alors les déplacer, je pense que c'était, les herbes avec les insectes. Est-ce que ça ne les tue pas à la longue? Ah oui, d'accord, OK. C'est quand, j'ai dit que, lorsqu'on tond, la pelouse, c'est intéressant de déplacer, cette pelouse tondue, de la mettre, ailleurs. Elle va servir de paillage, ou autre, mais pour maintenir un sol, appauvri, localement et permettre, qu'il y ait pas trop de graminées qui se développent, mais des plantes à fleurs. Ça doit être ça. Heu non, ça ne va pas tuer l'herbe puisque de toute façon, on déplace celle qui a été coupée. Donc celle-là, c'est fait pour elle, elle est tuée. La partie coupée, on l'enlève. Hem, Ça va permettre de juste, laisser, repousser et ça ne va pas tuer, la pelouse. Au contraire, j'ai envie de dire que si on met beaucoup de pelouse tondue à un endroit, ça peut être aussi à but de tuer ce qu'il y a dessous pour, enfin empêcher que ça repousse trop vite. Donc ça serait plutôt l'inverse qui pourrait se passer. Mais en enlevant la pelouse tondue, d'un endroit, ça n'empêchera pas, de repousser à cet endroit même, qu'il y ait des repousses à cet endroit. On me précise dans le chat que en fait, c'était plutôt est-ce que ça ne tue pas les insectes de les déplacer avec cette herbe? Ah! Ah bah, une fois que la bah, quand en fait, ce qui va tuer, ça va être, généralement, le passage de la tondeuse. Donc si on veut vraiment pas tuer les insectes, faut éviter de tondre, mais je pense pas que ce soit le fait de déplacer, la pelouse qui tue. Alors à moins que j'ai mal compris la question, mais pour moi, c'est le passage de la tondeuse qui est le plus impactant, heu, en temps réel, sur la mortalité des insectes. Hem, on demande aussi: «J'ai arrêté de tondre, mais comment faire pour couper l'herbe devenue trop haute? Je n'ai plus de faux et je n'ai plus 20 ans». Moi, après, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut plus du tout tondre, hein. C'est vraiment, de raisonner tout ça et de réfléchir à pourquoi on tond, où est-ce qu'on tond. On est vraiment sur le côté, non systématique, mais c'est pas des interdictions. Donc il y a pas de problème si vous voulez tondre, votre pelouse. Au contraire, c'est aussi intéressant de tondre par endroits pour avoir, des des ressources différentes. On parle souvent, dans des termes naturalistes, on parle de mosaïque d'habitat. C'est-à-dire que si on ne fait pas la même gestion partout, on va avoir à un endroit une pelouse un peu plus sèche, à un endroit, une prairie un peu plus humide et cetera, et il y a pas d'interdiction ou de principe, très rigide, dans 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 les gestions qu'on peut avoir dans son jardin. Après, pourquoi pas racheter une peau, hein? Ça, c'est très intéressant justement pour, prendre le temps, de faire ces choses-là et c'est pas interdit. On a une question aussi: «Les places de parking dites végétalisées sont-elles toutes bénéfiques aux insectes?» Très bonne question. Je me suis posé cette question et j'avais justement lancé un sondage, au sein des réseaux, d'entreprises et d'aménageurs, qui travaillent sur ces parkings végétalisés. Et tout le monde a répondu pour dire, trop intéressé pour la question et on aimerait avoir, les réponses, lorsque tu auras récolté tout ça. Donc voilà, où j'en suis à ce stade. Donc en gros, ouais, il y a eu quand même quelques éléments. Tout n'est pas forcément bénéfique, pour accueillir les insectes. Après il y a des contraintes, hein, sur les parkings végétalisés. C'est que, il faut que ce soit suffisamment tassé pour accueillir, des véhicules. Sinon, ça ne remplit pas sa fonction de parking. Donc, forcément, un sol tassé et ça va être souvent un peu moins pertinent pour accueillir les insectes.
Mais il y a quand même des choses à faire et il existe des types de parking, plus pertinents qu'une, grosse dalle, de béton. Super. Une mare dans un jardin, est-ce que ça fonctionne de la même façon si le jardin est clos ou seulement traversé par les piétons et si le jardin a des places de parking et de la circulation? Heu, une mare dans un jardin, je comprends pas exactement la question du fonctionnement de la mare en fonction des activités qu'il y a autour. Je pense que c'est, le contexte dans lequel est la mare, je pense, en fonction des lieux, si je me trompe pas. Pour qu'il y ait potentiellement des libellules ou d'autres insectes qui viennent. OK. Alors je n'aurais pas de réponse, hyper synthétique, là-dessus, mais ce qu'on peut dire, c'est que ça sera toujours bénéfique d'avoir un point d'eau au niveau d'un jardin. Donc si vous avez l'espace pour le faire et l'envie de le faire, faut pas s'en empêcher parce que, il y a un parking pas loin ou tout ça. Enfin, ça sera toujours bénéfique, surtout avec, voilà, les vagues de chaleur qu'on peut avoir, et cetera. Donc j'aurais tendance à dire, faut pas trop se poser de questions, là-dessus. Mais après, c'est aussi parce que j'ai pas les éléments de réponse à cette question. Hem, Est-ce que tu conseilles de tondre plutôt en fin d'été, voire début automne? Hem, oui, alors encore une fois, il y a pas de choses, rigides. Ça dépend des contextes, de où vous vivez, de la saison, qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pluie et du coup l'herbe a beaucoup poussé et cetera? Mais ce qui est intéressant, généralement, c'est de passer la tondeuse après la floraison. Donc en général, oui, ça va être plutôt, fin juin, mais ça peut être fin juin pour une partie du jardin et puis le reste, fin juillet et puis une autre partie, à l'automne. Voilà. Donc un passage annuel, parfois ça «suffit» entre guillemets, hein, pour, réussir à, à pas avoir une herbe trop haute si on n'a pas envie qu'elle soit trop haute. Parfois, on va avoir 2 passages. S'il y a pas de règle, de recette toute faite, hein. Mais oui, on peut partir du principe que fin juin ou juillet, c'est bien, pour une partie du jardin et puis on peut se garder, fin septembre pour une autre partie. Top. Et alors une dernière question, est-ce que les hôtels à insectes, ça sert à quelque chose dans un jardin? Alors, les hôtels à insectes, c'est intéressant pour, observer les insectes. Vous avez envie. Après, vous pouvez aussi les observer, directement, heu, en dehors, de cet hôtel. Donc c'est un outil pédagogique, hein, plus que, c'est intéressant pour nous, pour les regarder. C'est pas vraiment intéressant pour les insectes eux-mêmes. S'ils sont présents dans cet hôtel, c'est qu'ils sont présents ailleurs dans votre jardin. Donc c'est vraiment l'outil pédagogique qui va être, priorisé ici et ce qui serait vraiment, contre-productif, ça serait d'avoir un hôtel à insectes, mais de pas mettre en place toutes les pratiques qu'on a pu, présenter, ce soir. Super. Alors j'avais dit que c'était la dernière question, mais je vois que la question sur la mare a été reformulée. La municipalité veut construire des parkings dans un jardin qui était alors jusque-là clos et qui a une mare et une zone humide. Elle prétend la préserver, mais la circulation va quand même gêner le fonctionnement écosystémique de la mare, non? Ah bah oui, bah là c'est oui effectivement, c'est pas j'avais pas compris ça, de cette manière. Si l'idée c'est de lutter contre, tous les aménagements qui vont avoir, lieu autour de cette mare, bah oui effectivement ça va impacter, le milieu. Oui. Super. Eh ben, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Un grand merci à tous. Merci Tiffany, merci Paul. C'était très intéressant. Ce cycle de webinaire est du coup fini, mais je vous invite du coup à tous à rejoindre notre newsletter, voire même prendre votre adhésion à l'OPI pour 2025, ce qui va vous donner plein d'avantages comme nos rendez-vous OPI régionaux, accès à des ressources en ligne et même une réduction sur nos ouvrages. Ça nous permet aussi de soutenir l'association.
C'est un joli cadeau de Noël, si vous n'avez en plus pas d'idée de dernière minute, une adhésion à l'OPI, c'est toujours chouette. Merci à tous, merci à tous les 2 et je vous souhaite une bonne soirée et des bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Bonne fête à tous.